Bonjour, c'est la capsule 4 de biologie cellulaire sur la signalisation cellulaire et en particulier la signalisation hormonale par la voie PKC. Alors, la voie PKC utilise une protéine kinase C. La voie de signalisation PKC utilise cette protéine kinase C, qui est une kinase qui va phosphoryler des molécules pour avoir un effet dans la cellule. Mais alors, avant, il faut un récepteur de la molécule signal. D'accord? Comme c'est une voie de signalisation, il faut un signal reçu par le RCPG. Et donc, cette voie PKC utilise essentiellement le RCPG, qui est un récepteur membranaire couplé à la protéine G, qui se déplace vers une enzyme intermédiaire qui intervient aussi dans la voie de signalisation. Cette protéine G est une protéine cytosolique sous la membrane plasmique à côté du récepteur. Il est trimérique, constitué de trois parties, alpha, bêta, gamma, qui peuvent se déplacer ensemble, en deux parties, ou une seule partie, par exemple alpha. Elle est GTP dépendante, G parce qu'elle est GTP dépendante, il utilise l'énergie fournie par la GTP et non par l'ATP, comme c'est le cas pour la plupart des mécanismes cellulaires. Et c'est-à-dire cette voie PKC n'est déclenchée que lorsqu'il y a un signal qui est généralement un signal hormonal, c'est-à-dire déclenché par une hormone. Alors, si on la compare à la voie PKA, alors, la voie de signalisation PKA, comme on avait vu dans la capsule précédente, donc il utilise aussi un récepteur RCPG, d'accord, couplé à une protéine G. Voilà, donc là, l'hormone arrive dans la voie PKC, l'hormone arrive vers le récepteur couplé à la protéine G, ce qui fait déplacer la protéine G vers une phospholipase C, bêta. Cette phospholipase C dégrade un phospholipide inositol membranaire en IP3 et en DHG. L'IP3 ira vers son site qui se trouve au niveau d'un canal calcique au niveau du REL, et ce qui va ouvrir ce canal et libérer le calcium ou le mobiliser dans le cytosol. Et donc là, il va aller vers la protéine kinase C pour l'activer. Alors là, on montre un autre site qui est vide. En fait, c'est le site qui va recevoir le DHG, le deuxième. Donc, lorsque le phospholipide inositol est dégradé, en IP3, il y a aussi libération de diacylglycérol, c'est-à-dire les deux chaînes d'acide gras plus le glycérol, qui aussi active la phospholipase. S'il n'est pas visible sur son schéma, on le verra sur un autre schéma. Et alors, comparativement à la voie PKA, regardez, la voie PKA utilise aussi un récepteur RCPG, une protéine G qui se déplace, qui est activée après arrivée de l'hormone. Là, c'est l'adénylate cyclase à la place de la phospholipase C qui est activée dans la voie PKA. L'adénylate cyclase dégrade l'ATP en AMP cyclique et l'AMP cyclique va activer la PKA. La PKA ou PKC, protéines kinases qui vont phosphoryler une protéine cible, qui peut être une enzyme, qui peut être un canal ionique, qui peut être le cytosquelette, et la réponse cellulaire va donc avoir lieu dans la cellule. Et ce qui fait donc là, on parle de voie PKC ou voie du calcium puisqu'il utilise le calcium, C pour calcium, et là c'est la voie de l'AMP cyclique pour la voie PKA, qui a besoin de l'AMP cyclique et de l'adénylate cyclase pour produire cet AMP cyclique. Voilà la comparaison entre les deux voies. Maintenant, la capsule là, c'est pour la PKC. Donc, on va détailler le mécanisme de la PKC. Le voilà ici. Donc, regardez là la molécule signal qui est une hormone, GnRH par exemple. Voilà, il va se mettre sur son récepteur couplé à la protéine G. Et ce récepteur couplé à la protéine G va s'activer. Là, on le matérialise par là, il est allumé, activé. Okay. Ce qui fait déplacer la protéine G qui, au repos, se trouve accolée au récepteur. Elle va se déplacer en totalité dans ce cas-là. Il peut se déplacer, c'est-à-dire la sous-unité alpha peut se déplacer, alpha, bêta ou bêta, gamma peuvent se déplacer. Ça dépend des hormones et c'est ça qui fait la différence entre une voie de signalisation d'une hormone, et, par exemple H1, et une hormone H2. Donc la GTP activée, regardez-la allumée aussi, elle se déplace et il va vers la phospholipase C qui est une protéine membranaire. Alors la phospholipase C activée, allumée elle aussi, voilà, regardez, elle va dégrader un phospholipide, phospholipase qui dégrade un phospholipide, inositol en particulier dans la voie PKC.
le phospholipide inositol qui est constitué par deux chaînes d'acides gras, le glycérol et l'inositol triphosphate. Alors, il va couper la tête, là c'est l'inositol, et là vous avez la queue des phospholipides, c'est le glycérol phosphate, deux chaînes de glycérol, deux acides gras et le glycérol. Donc deux acyles diacyles, on l'appelle diacylglycérol ou DAG, qui est aussi un mot-clé que vous, comme RCPG, DAG. Donc vous pouvez avec DAG retrouver la voie. Donc le coupe là en deux, en DAG, deux chaînes d'acides gras, deux acides gras, glycérol, DAG, d'accord? Ce DAG va activer la protéine kinase C, comme on avait dit tout à l'heure, c'était pas visible sur le schéma précédent, c'était pas représenté. Et alors là, l'IP3, lui, il va vers son site spécifique au niveau d'un canal calcique, le canal calcique au niveau du REL, okay, qui est au repos fermé. Le canal s'ouvre et le calcium est mobilisé du REL vers le cytosol, et de là, il va, avec le DHG, activer la protéine kinase C. Le DHG seul n'est pas capable d'activer cette voie, il lui faut le calcium, obligatoirement. C'est pour ça qu'on parle de voie PKC. Cette kinase, la PKC, est une kinase, donc il va phosphoryler une protéine cible qui pourrait être donc, par exemple, l'actine, ce qui entraîne la contraction cellulaire, qui pourrait être donc activer un gène, ce qui entraîne la sécrétion d'hormones sous le contrôle d'une sécrétion donnée d'une autre hormone sous l'effet de cette hormone-là, par exemple la GnRH qui contrôle la sécrétion de FSH ou de LH que vous connaissez depuis le lycée. Je prends des exemples que vous connaissez, vous aurez d'autres exemples par la suite dans les autres années ou les autres semestres. Alors, donc voilà pour la voie. Donc là, on va prendre un exemple concret, par exemple, regardez là, voilà la GnRH. La GnRH, regardez là, gonadotrophine reliasine hormone, elle va sur son récepteur, lorsqu'elle arrive sur son récepteur couplé à la protéine G, là voilà les 7 domaines, elle va activer la protéine G qui est constituée par 3 sous-unités alpha, bêta et gamma qui se déplacent, qui vont vers activer la phospholipase C qui va dégrader un phospholipide inositol en DHG en inositol triphosphate, IP3, d'accord? Alors DHG va activer la protéine kinase C là qui va activer d'autres molécules, la bêta-caténine par exemple, qui va induire l'activation du gène du gène de LH et de FSH, et c'est comme ça que là on montre comment la GnRH active la synthèse, la sécrétion de LH et de FSH. On montre que l'IP3 a une action aussi sur ce gène, d'accord, sur ce gène, sur le noyau, pour qu'il y ait synthèse donc de LH et de FSH. Voilà donc là l'effet par exemple, de la voie PKC, le mode d'action, mécanisme d'action moléculaire de la GnRH, comment elle réalise et elle contrôle la LH et la synthèse de la LH et de la FSH au niveau de différents donc organes. Alors là, on va prendre le mécanisme général pour montrer que le RCPG, avec son ligand, voilà, lorsque son ligand arrive, on va analyser un autre cas pour voir que voilà les différents effets. Par exemple, là à la fin, on voit les différents effets. Il agit sur la synthèse d'après le schéma précédent. Sur ce schéma, on montre qu'il y a différents effets. La PKC a plusieurs effets. D'accord, elle peut agir aussi sur la différenciation cellulaire, sur la migration des cellules, par exemple les cellules immunitaires, sur l'apoptose ou mort cellulaire programmée qu'on verra plus tard, sur la sécrétion, on l'avait vu sur l'exemple précédent, sécrétion de FSH et de LH. Vous avez aussi le DHG qui agit aussi sur la voie PKD, on ne va pas la voir cette année, vous la verrez plus tard. Ok. Et alors je reviens à la voie PKD, donc l'effet, la réponse cellulaire, on monte, là on va lire la voie dans l'autre sens. Donc voilà différents effets. Par la PKC, par le calcium, libéré du REL grâce à l'IP3, et grâce à la PKC activée par le calcium et par le DHG. D'accord? Alors ce DHG, cet IP3, on avait vu qu'il est libéré par la phospholipase C, d'accord? La phospholipase C, qui est activée dans ce cas-là précis
par une sous-unité, la alpha de la protéine G. Ok, et il y a, là je voudrais attirer votre attention, que la phospholipase C, il est activé par la petite protéine G ou une sous-unité alpha, mais aussi par le PIP2, biphosphate, phosphatidylinositol biphosphate, qui agit aussi sur la phospholipase C. D'accord? Donc là, vous avez comme second messager, on avait dit le calcium, on avait parlé de l'AMP cyclique, mais là aussi le PIP2 qui est un lipide membranaire, lui aussi, il peut activer la voie, la PKC. Il peut intervenir pour activer la PKC ou donc la phospholipase C pour la phospholipase C et la PKC. Donc c'est un troisième messager avec le calcium dans la voie PKC. Vous avez le PIP2, le biphosphate phosphatidylinositol, qui est aussi un second messager. Et donc, si on analyse les seconds messagers, les trois types de seconds messagers qu'on avait vus jusque-là, donc les seconds messagers, ce sont des petites molécules intracellulaires qui sont diffusibles dans toute la cellule et dont la concentration varie dans un compartiment cellulaire en réponse à la fixation du ligand sur son récepteur. D'accord, ça dépend de ligand, la teneur du ligand, et donc la réponse, la concentration, la concentration de l'AMP cyclique ou et des autres seconds messagers dépend aussi donc de la concentration du ligand arrivé. Et alors, on va décrire les trois types. L'AMP cyclique, vous l'avez vu, c'est dans la voie pKa, voit sa concentration augmentée par action de l'adénylate cyclase dans la voie pKa. Okay. Le calcium, en réponse à un stimulus, donc passe du REL ou d'une cellule voisine aussi, ça on n'avait pas vu ces exemples, mais le calcium peut venir aussi de la cellule voisine ou diffuser vers la cellule voisine pour transmettre donc le signal, ok, dans la voie PKC. Donc vous avez le second messager, c'est le calcium. Dans la voie PKA, c'est l'AMP cyclique. Le second messager lipidique qui reste lié à la membrane, et comme j'ai oublié de mettre son nom, c'est le PIP2, biphosphate, phosphatidylinositol, et aussi un second messager lipidique. Voilà ce qui est des seconds messagers lipidiques. Alors voilà, donc dans la voie PKC, là, un autre schéma qui montre le PIP2 et le calcium. Regardez une hormone qui arrive sur son récepteur, c'est le milieu extracellulaire. Voilà la membrane plasmique. Et regardez ici, vous avez donc la protéine G qui s'active, la voilà, qui va activer la phospholipase C, qui va dégrader un phospholipide inositol en DHG et en IP3, okay, ce qui va activer la PKC qui était inactive, il deviendra active. Ça, c'est classique, donc c'est la voie, c'est le calcium, c'est la voie du calcium. Et alors, de l'autre côté, regardez toujours, voilà, l'hormone, le récepteur peut agir lorsque le ligand est sur son récepteur. L'inositol phosphate, donc le PIP2 va devenir PIP3. Regardez le PI va devenir PIP2 déjà, regardez-le, et il va produire également l'IP3, le PIP3, le voilà. Et cet IP3, il va entraîner l'ouverture du canal calcique au niveau du réticulum endoplasmique pour libérer le calcium pour aller activer la PKC. Donc la PKC peut utiliser deux seconds messagers, soit le PIP2, soit qui est un second messager lipidique, soit le calcium. Là, c'est juste pour varier les voies, c'est-à-dire la PKC pour différencier une hormone d'une autre. Et c'est la fin de cette capsule. Je vous remercie de votre attention.